vous êtes ici à la conférence sur les poissons rouges. Non, la conférence qui se nomme donc « Quelle agriculture et agriculteurs pour demain dans un futur contraint ». Donc la table ronde réunit les personnes présentes. Donc en premier lieu, Emma Flippon, qui représente la structure d'une graine à l'autre. Ensuite, vous avez Félix Noblia, qui représente plusieurs structures. La structure Régénération, dans laquelle il est cofondateur et qui est une structure dont je lui laisserai le loisir de vous expliquer l'activité, et qui est aussi agriculteur. Ensuite, nous avons Colline Desgéants, qui représente la structure FEV, Ferme en Vie, dont là encore, je lui laisserai le loisir de vous expliquer l'activité. Et notre modérateur, dont le prénom m'échappe, Bertrand... non, excuse-moi. Bertrand Davot. Ah, le stress, veuillez me pardonner. Cercle qui travaille notamment pour le cercle thématique sur l'agriculture. Voilà. Alors, je lui avais proposé effectivement de se mettre là, mais... voilà. Non, mais j'ai pas trop... Donc, ce qui a motivé cette table ronde, c'était de se demander quelle agriculture pouvait-on envisager pour le futur, sachant que l'on se dirige vers un futur contraint, voire très contraint, et quels imaginaires entraîner cette agriculture et le métier d'agriculteur. Et donc du coup, ces différentes facettes vont être abordées par nos très chers intervenants. Et je vais laisser donc Bertrand lancer la table ronde avec une première question qui porte sur le constat que l'on peut tirer aujourd'hui. De manière générale, chaque intervenant, de sa fenêtre, voir le constat qu'il tire sur l'agriculture et ce qui a motivé, du coup, l'activité dans laquelle ils sont. Ça marche. Ok. Bonjour à tous. Donc oui, Bertrand Davot, je co-anime en fait le cercle thématique agriculture et alimentation des shifters. Donc au sein des shifters, juste une petite parenthèse, il y a les cercles thématiques qui sont reliés par définition par une thématique et les groupes locaux qui sont plus des ancrages territoriaux. Et donc il y a un cercle thématique agriculture et alimentation dont une partie en fait des activités peut être d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice dans les travaux qui peuvent être menés au niveau du Shift Project sur le sujet agricole. Et puis essayer de participer à des actions en fait, de diffusion. Et donc effectivement, la première question qu'on va poser à nos intervenants ce soir, c'est voilà, votre lecture aujourd'hui des enjeux qui peuvent se poser au niveau de l'agriculture. L'agriculture, c'est un secteur assez vaste. On a des enjeux sur des questions d'adaptation, de changement climatique, d'atténuation, de sobriété énergétique. Voilà, quelle lecture vous pouvez avoir de l'ensemble de ces enjeux-là? Et puis après, on ira sur les propositions voilà, que vos initiatives apportent face à ces enjeux. Emma. Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Emma Flippon. Effectivement, on a créé en 2022 avec une collègue d'une graine aux autres. Et en fait, on vient toutes les deux du monde de la recherche et notamment de la recherche participative. On a travaillé dans une équipe qui s'appelait Biodiversité cultivée et recherche participative. Et l'objectif de cette équipe de recherche, c'était de se poser la question de quelle biodiversité cultiver, quelle semence pour une agriculture durable. Et on a continué de se poser ces questions-là, du coup, d'une graine aux autres. Et en gros, le constat que nous, on fait, c'est qu'on ne pense pas tout de suite aux semences quand on pense à l'agriculture. Et en fait, c'est quand même le premier intrant agricole, les semences, et c'est aussi presque un des seuls qui est indispensable. C'est-à-dire que si on n'a pas de semences, on ne fait rien pousser, on ne fait pas d'agriculture, quoi. Et pourtant, les agriculteurs, qu'ils soient bio ou non, en
en agroécologie ou non, ils ne se posent pas toujours la question de quelles semences ils utilisent. Et en fait, on se rend compte que depuis l'industrialisation de l'agriculture, il y a eu vraiment une énorme évolution du secteur de la semence qui est passé des mains des paysans aux mains des semenciers. Et surtout, il y a eu une érosion massive en fait, de ce qu'on appelle du coup la biodiversité cultivée, c'est-à-dire les semences qu'on utilise à la fois pour se nourrir, mais aussi pour faire de l'agriculture et donc pour s'habiller, pour construire nos maisons, pour s'isoler, enfin voilà. Et donc pourquoi et en fait la FAO dit qu'on estime, c'est vraiment une estimation parce qu'en fait c'est pas très quantifiable, qu'on a perdu 75% de la biodiversité cultivée entre 1900 et 2000. Et c'est donc majoritairement dû à l'industrialisation de l'agriculture, où en gros, pour faire simple, au sortir de la guerre, on s'est dit, OK, il y a besoin quand même de produire, de nourrir la France, de nourrir l'Europe, les États-Unis. Et comment on fait ? Et donc, on a créé l'INRA, notamment. C'est 1946, la création de l'INRA. Et un des premiers un des premiers groupes de recherche de l'INRA, c'était l'amélioration des plantes. Parce qu'on s'est rendu compte que les plantes, on considérait qu'elles avaient un rendement pas forcément assez important par rapport aux besoins de production, et aussi qu'elles n'étaient pas résistantes, entre guillemets, aux apports d'autres intrants, qui sont notamment les nitrates. Si vous prenez par exemple un blé qu'on qualifie de blé ancien et que vous lui apportez des nitrates pour qu'il produise plus, il tombe. Il se couche, enfin voilà, c'est ce qu'on appelle la verse. Et donc, il y a eu toute une réflexion sur quelle sélection on va mettre en place pour que notamment les blés arrêtent de verser quand on leur apporte de l'azote. Et notamment, on est passé par des méthodes de sélection qui, du coup, se faisaient majoritairement en laboratoire et donc plus par les paysans, mais plutôt par soit l'INRA, soit ensuite des firmes semencières ou des entreprises semencières. Et ça, en fait, pour nous, ça introduit plusieurs problématiques. On en discutait tout à l'heure, notamment une problématique de souveraineté alimentaire, parce que du coup, la question des semences et la question de la base de l'agriculture, elle revient plus aux agriculteurs et plus aux consommateurs, mais uniquement à des entreprises semencières. Mais aussi, ça limite les capacités d'innovation d'innovation bas carbone. Parce que quand même, ce qu'on appelle les biotechnologies, donc les techniques de sélection en laboratoire, c'est pas le plus bas carbone ou le plus low-tech qu'on peut imaginer. Voilà, par exemple, faire un hybride de maïs, ça se fait, mais c'est coûteux en humain, c'est coûteux en technologie. Voilà. Et je vais peut-être m'arrêter là. Ouais, on va poursuivre le petit tour avec nos autres intervenants. L'idée étant de votre lecture, vous, aujourd'hui, sur les enjeux de transition, sur l'agriculture, les constats que vous pouvez faire, et votre première lecture, Félix. Voilà, votre lecture sur les enjeux. Bonjour à tous, mais je suis déjà ravi d'être là. Effectivement, on est là pour parler d'un problème extrêmement complexe qui est multifactoriel, où dès qu'on commence à avoir des approches qui sont un peu trop spécialisées, on passe à côté de la réalité des choses. Les enjeux, en fait, ils sont donc multiples. On a un climat global qui se dégrade. 2, on a des microclimats locaux qui se dégradent. Sur le climat, en fait, il y a des choses qui paraissent être plus compliquées que j'ai des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, du coup, ça se dégrade. Il y a plein d'autres éléments, et notamment sur les questions de cycle de l'eau qui rentrent en compte dans ces choses-là. Donc, vous entendez sûrement peut-être une fois par semaine, c'est la sécheresse, on perd notre eau, les nappes phréatiques sont vides. Ouais, mais c'est des problématiques qui sont directement et indirectement liées au gaz à effet de serre. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, en fait, ce que je veux vous dire. Donc ça, sur l'enjeu principal, il y a un enjeu très global
des enjeux plus ou moins locaux, et donc avec des échelles de vision différentes. Après, il y a un enjeu social aussi. C'est qu'est-ce qu'était la vie dans les campagnes, la question de résilience alimentaire et les questions de... Alors ça va un peu plus, c'est un peu plus large que le climat, mais quel modèle agricole induit quel paysage? Ça, c'est une question aussi. Et quel paysage induit quel microclimat? Donc quel modèle agricole induit quel microclimat? Et le climat global, est-ce que ça ne serait pas aussi une somme des climats locaux? Et je vous raconterai après tout ça pourquoi. Mais parce qu'il y a... Enfin, bon. Et après, le dernier aspect, c'est l'aspect économique. C'est-à-dire qu'on retrouve des distorsions, des variations de réalité économique des différentes filières qui ne sont pas les mêmes. Pour prendre deux exemples très différents, mais si on compare par exemple un élevage en bovin-viande comparé à un élevage en céréales, une exploitation en céréales, les taux de marge à l'hectare sont complètement incomparables. Et pourtant, ils sont tous agriculteurs. Et donc, on a toutes ces choses-là qui vont façonner le climat et qui vont influencer sur les stratégies qu'on va être capable de mettre en œuvre pour... Donc, deux choses différentes, c'est ce que tu as soulevé dans ta question, mais c'est est-ce qu'on s'y adapte? C'est foutu. Voilà, on est d'accord, c'est foutu. Du coup, on essaye de vivre avec le plus longtemps possible jusqu'à toute cette mort. Ou est-ce qu'on considère qu'on peut faire quelque chose parce que c'est pas foutu et on se bat pour qu'un futur existe? Et cette décision-là, elle est fondamentale. Et je pense que si on est tous réunis ici, c'est parce qu'on va parler que de la deuxième possibilité. Donc les stratégies d'adaptation, moi j'ai pas envie d'en parler, ça m'intéresse pas. Et donc c'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire pour essayer que ce scénario-là n'arrive pas. Voilà. Merci. Donc on va essayer. Je pose la même question sur ta vision, voilà, le constat sur les problématiques qui se posent sur les enjeux de transition sur le volet agricole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc nous, on est parti du constat simple et chiffré que 50% des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Donc si on veut continuer à manger français, il faut soutenir l'installation agricole des nouveaux porteurs de projets, des jeunes et des moins jeunes. Et aujourd'hui, avant, les fermes se transmettaient de génération en génération, donc les parents transmettaient aux enfants. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La majorité des agriculteurs s'installent hors cadre familial et donc n'héritent pas d'une ferme. Et donc, il faut qu'ils achètent cette ferme. Et le prix du foncier étant assez important, le prix des bâtiments, la taille des fermes aujourd'hui est assez gros. Et donc, nous, chez FEV, on a deux leviers. Donc, le premier levier, c'est cette foncière solidaire qui va aider au financement du foncier, donc les terres agricoles, les bâtiments agricoles et les bâtiments d'habitation, pour répondre justement à cet enjeu de renouvellement des générations et d'installer cette jeunesse qui a du mal à financer ce foncier-là. Et après, des outils à mettre en place pour essayer de revaloriser le métier, à la fois en termes d'image et en termes aussi économiques, pour inciter les jeunes à se dire que l'agriculture, c'est un beau métier aussi pour s'installer. Donc FEV essaie de promouvoir un peu l'installation, la transmission, etc. Félix et Emma, quelle idée, quelles initiatives dans ce que vous avez créé, qui s'inscrit dans le constat que vous avez fait, et quelles propositions vous faites maintenant de nouveau avec Régénération ou avec d'une graine à l'autre? Moi, je vais vous raconter ça au travers de mon histoire, en fait. Mon histoire personnelle, je ne vais pas vous faire la version longue, mais mon histoire personnelle, en fait, elle est qu'à la sortie de mes études, je me suis installé comme agriculteur dans une ferme au Pays Basque, avec des contraintes tout d'abord financières, c'est-à-dire liées à l'installation, à la transmission, avec un rachat des parts sociales. Enfin, voilà, en gros, plus de 3 000 € par mois à sortir juste pour la banque. Dans un système agricole, c'est pas simple, en fait. Et cette contrainte-là, ça fait que soit on reste dans un même système et économiquement, en fait, les marges à l'hectare ne permettent pas de tenir sur ce système, soit on essaye de changer. Et après, la question, c'est de changer comment. Donc j'ai la chance que mes parents m'aient transmis en fait des valeurs écologiques
parce que dans le monde autour de chez moi, j'étais et je reste un ovni. Mais voilà, j'ai transformé cette ferme en modèle d'agriculture régénératrice ou d'agroécologie. Donc ça a pris 15 ans. Et donc au bout de 15 ans, c'est une ferme où on travaille très très peu les sols, donc moins de 10% des sols qui sont travaillés chaque année sur une très très faible profondeur. De l'élevage en pâturage rotationnel et de l'agroforesterie et donc des externalités environnementales extrêmement positives. J'ai eu la chance en fait en 2017 de gagner un prix national qui s'appelle les Trophées de l'agroécologie, remise en grande pompe par le ministre et tout ça. Et à ce moment-là, en fait, j'ai essayé donc de travailler sur rendre compatible en fait l'agriculture biologique avec ces systèmes-là. Et donc on a fait des centaines d'expérimentations sur ma ferme qui auraient dû être portées par un organisme de recherche, mais comme c'était un peu trop loin de ce que faisaient les organismes de recherche à l'époque, on s'était juste amusé à le faire. On a fait beaucoup de recherches biblio et puis après on a fait des croisements de modalités. On a appris beaucoup, mais du coup on a intéressé beaucoup les agronomes et certains scientifiques qui commençaient à regarder ces trucs. Et j'ai beaucoup progressé sur le plan agronomique. Puis il y a eu beaucoup de médiatisation, tout ça. Et en fait, il y a 2 ans, donc des personnes sont venues me chercher. On a envie de créer un projet. On se rend compte aujourd'hui que l'agriculture est peut-être le levier majeur pour lutter contre le changement climatique, pour 3 aspects, mais qui sont... la raison, c'est parce qu'en fait, ça représente, je crois, plus de 40% des terres émergées. Mais les 3 aspects, c'est qu'en fait, c'est un milieu qui est capable, qui a des gens qui sont capables de l'instrumenter, enfin de l'utiliser, que c'est un milieu qui est capable de stocker énormément de carbone dans ses sols, donc c'est-à-dire de transformer ce CO2 qui va dans l'atmosphère en carbone organique, que c'est un milieu qui a un impact considérable sur la biodiversité, si ce n'est pas le plus important, et aussi que c'est un milieu qui a un impact considérable sur l'impact des pratiques sur la ressource en eau et plus globalement sur les cycles de l'eau. Voilà. Est-ce que mes pratiques elles vont créer du désert ou est-ce que mes pratiques elles vont créer quelque chose qui va participer à un écosystème vivant? Et donc, ok, c'est génial. En fait, Félix, tu as été un exemple, tu fais une super agriculture. Maintenant, comment est-ce qu'on transforme ça? Donc, quels sont les leviers, quels freins à la transition il faut lever et comment est-ce qu'on accompagne une transition sur des fermes? Et donc, en fait, on a construit un modèle où on génère, pour le faire en très court, mais en gros, on génère avec Régénération sur des fermes qui sont sous contrat avec nous, des mesures de ces externalités-là, donc des mesures du carbone, des mesures de la biodiversité, des mesures de l'impact sur la ressource en eau. Avec ça, on génère des certificats d'éco-contribution. Et donc, ces certificats d'éco-contribution, on va les revendre aux entreprises qui s'engagent en faveur de l'environnement, qui peuvent être utilisés dans le cadre de leur compensation, mais ce n'est pas ce qu'on encourage. On encourage les entreprises en fait, à investir dans ce produit financier qui est liquide, traçable et tout ça. Et cet investissement permet de rentrer ces produits-là à l'actif des entreprises et donc de satisfaire les actionnaires, qui change complètement avec tous les programmes qui étaient actuellement existants sur le mécénat des entreprises, où on redescend de l'argent sur des projets, on défiscalise et puis on met des miettes. La question, c'est qu'en fait, on n'aura pas de transition des modèles agricoles sans des flux financiers très importants. Et donc, ces flux financiers très importants, juste pour que vous ayez un ordre de grandeur dans la tête, la politique agricole commune chaque année en France, c'est 11 milliards d'euros de dépenses. Voilà. 11 milliards d'euros de dépenses. Maintenant, je vais vous donner un autre chiffre qui est rigolo par rapport à ça, pour le mettre un peu en perspective quand même, parce que voilà. Dans les années 90, alors c'était pas des euros, c'était des francs, mais en gros, les aides à l'hectare représentaient l'équivalent du prix de 3 tonnes de céréales. Voilà. On avait un équivalent à peu près à 300, si ça devait être ramené en euros, 300 € la tonne, avec une tonne de céréales à 100 €. Voilà. Maintenant, on a une tonne de céréales à 250 €, des fois 300 €, et on a des aides qui tournent autour de 200 €. C'est-à-dire qu'en gros, par rapport à la tonne de céréales, on a 3 fois moins d'aides maintenant, parce qu'en fait, les montants alloués n'ont pas bougé, mais par contre, l'inflation a explosé, tout a explosé. Et donc, on demande aux agriculteurs,
bon, on va toujours vous payer, mais on va mettre toujours plus de conditionnalités. Et en fait, les agriculteurs voient ça comme un bâton, en fait. On va dire aux agriculteurs, bon les gars, c'est important. Vraiment, c'est important sur plein d'aspects, sur la biodive, c'est important parce que ça va créer des points d'infiltration de l'eau, c'est important parce que ça va permettre de faire de l'ombre pour le reste, de séquestrer du carbone, de tout ce que vous avez déjà sûrement entendu, peut-être pas, mais si vous voulez, je peux vous en parler pendant des heures. C'est très, très important. Donc les haies, bon, on va vous interdire de les couper. Bon, à partir de l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe? Allez, surtout, on ne veut pas qu'il y ait une haie qui soit calculée, existante, voilà. Et donc, en fait, les messages et la politique publique ont des messages dont la conséquence est inversée, en fait. Pardon, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais ce que voudrait la politique publique, les agriculteurs font le contraire parce que le message est mal perçu. Donc, ce qu'on a construit avec Régénération, c'est un modèle incitatif. Un modèle incitatif où l'agriculteur qui veut changer de pratique, ben, on l'accompagne, on lui donne des sous, il définit son propre cahier des charges. Ça, c'est hyper important, comment ça se passe. C'est qu'en fait, ce contrat, il est à 3. Il est entre nous, un agronome et un agriculteur pour 10 ans. Et ensemble, ils vont définir leur propre trajectoire et leur propre vitesse de changement. En fonction des individus, en fonction des contraintes, tout ça est variable. Et donc, l'agriculteur a besoin d'être accompagné et pas d'être dirigé, en fait. Et on doit amener des carottes et pas des bâtons. Et donc, nous, en fait, on certifie et on mesure ce qu'il fait. Donc, ce qui fait, ben, plus il va aller fort dans cette transition, plus il va être performant. Et donc, on a la chance aussi d'accompagner les agriculteurs de Ferme en Vie, parce que je ne sais pas si vous savez, mais Ferme en Vie, leurs fermes sont aussi des fermes qui ont la forte prédisposition à aller vers l'agriculture régénératrice. Et donc, nous, on vient accompagner ça aussi. Et en fait, de toute façon, il n'y a pas de futur sans une nouvelle forme d'agriculture qui préserve l'environnement et qui préserve toutes ces externalités. Et donc ça, c'est un des éléments. Et puis après, on pourra descendre encore plus profond dans la technique de comment on fait de l'agriculture régénératrice. Je voulais juste rebondir justement sur le problème de renouvellement des générations. C'est une problématique, mais c'est aussi une opportunité, comme le disait Félix, d'installer aussi une nouvelle forme d'agriculture agroécologique, etc., en installant des nouvelles personnes. Eux le font sur les personnes qui sont installées, et nous, on le fait avec les personnes qui vont s'installer, justement. J'aurais une petite question. Et au niveau d'une graine à l'autre, concrètement, en fait, là, pour le moment, est-ce que vous engagez plutôt auprès de publics de maraîchers, de publics d'éleveurs, pour des fourragères ou pour des semences de grande culture, avec qui et comment ça se traduit concrètement l'activité de la semence paysanne? Oui. Du coup, alors à l'échelle française, il y a du monde qui travaille un peu sur toutes les semences, mais nous, on est plutôt sur les grandes cultures, chez D'une Graine aux Autres, et légumineuses. Et concrètement, comment ça se traduit? On a 2 axes de travail. Un premier qui est vraiment de l'accompagnement de collectifs, et du coup, pas que des agriculteurs, mais vraiment à l'échelle des filières, de qu'est-ce que ça veut dire de remettre de la biodiversité cultivée dans les champs et du coup dans les assiettes. Et notre pari, c'est basé sur des résultats de recherche scientifique, c'est de dire que la diversité, elle est facteur de résilience. Et effectivement, autour de cette question de biodiversité, on l'a aussi énormément prouvé. Voilà. Mais le fait de conjuguer à la fois biodiversité et biodiversité cultivée, il y a une marche qui est encore passée sur la question de la résilience. Et on parle souvent sur les semences paysannes de la question des rendements. Et nous, on dit, bah oui, effectivement, si vous mettez une semence commerciale en face d'une semence paysanne ou de la biodiversité cultivée, effectivement, potentiellement sur surtout des terres qui produisent bien, il va y avoir une différence de rendement. Mais ils vont être beaucoup plus lissés au cours des années, c'est-à-dire que la résilience, elle va se faire sur les années. Et si vous avez une année climatique, je ne sais pas, très humide, qui va favoriser une certaine maladie, les semences paysannes ou la biodiversité cultivée va faire en sorte que la population en général va être moins malade. Et donc nous, voilà, on accompagne les agriculteurs et les filières à se dire comment on s'organise collectivement pour retrouver ces semences, comment on les teste, comment on fait le choix des semences qui nous conviennent
à l'échelle locale, parce que du coup cette diversité aussi, elle est adaptable, mais du coup elle est adaptable à des terroirs. Donc il faut à l'échelle de chaque terroir se dire ben voilà, quelles sont les populations dont j'ai besoin et comment je les remets en culture. Et ensuite, comment les agriculteurs se mettent aussi en contact avec les meuniers, les boulangers ou les transformateurs en général pour que les filières se créent et que les produits aillent jusqu'aux consommateurs, quoi. Et on a un deuxième volet qui est justement ce volet de où est-ce qu'on les trouve, les semences. Parce que comme je disais, voilà, 75% de perte de biodiversité cultivée, mais il en reste stocké beaucoup dans des frigos. Et du coup, nous, notre objectif, c'est que ces semences, elles soient sorties des frigos. Et donc, on sort 200 variétés par espèce sur des espèces d'intérêt. On les met en culture. Alors, il faut vous imaginer, les frigos, il n'y a pas de la place pour beaucoup de semences. Et du coup, ils nous envoient vraiment genre 50 graines par variété. Donc, on reçoit les graines. On n'en sème que la moitié pour pas tout perdre si jamais il y a un problème. Ça fait des toutes petites lignes. L'année d'après, on en a un peu plus. Et au bout d'un certain nombre d'années, on est en capacité de les proposer aux paysans pour qu'ensuite ils puissent les mettre dans les champs. Voilà. Je voudrais juste rajouter un lien entre la semence paysanne et l'externalité environnementale. Mais au-delà de la biodiversité cultivée et de l'intérêt que peut présenter le fait de sauvegarder des gènes qui peut-être nous serviront dans le futur, parce que la semence va être plus adaptable à un truc ou à un autre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en sélection, on a sélectionné sur des capacités de rendement, donc des capacités à répondre aux engrais de synthèse. Mais la sélection a eu un effet négatif aussi. C'est que je ne sais pas si vous savez comment ça se passe dans un sol. Probablement pas trop, mais vous imaginez une racine qui descend, qui descend, qui descend. Et en fait, en descendant, qu'est-ce qui va se passer ? La plante va capter du carbone de l'air, va le transformer, du CO2 donc de l'air, va le transformer en sucre, qui vont descendre dans cette plante, qui vont venir nourrir des bactéries et qui vont venir nourrir toute une biologie du sol. Il va y avoir aussi des champignons dans le sol qui s'appellent des mycorhizes. Ces champignons vont venir coloniser l'intérieur de la racine et grandir en faisant des filaments qui vont explorer le sol beaucoup plus finement et profondément et de manière importante que ce qu'est capable de faire la racine. Donc ces champignons qui s'appellent les mycorhizes, une semence paysanne, en fait, en moyenne, elle va être mycorhizée 3 fois plus. Enfin, c'est-à-dire elle va avoir des compatibilités, avec 3 fois plus d'espèces de mycorhizes qu'une semence conventionnelle, minimum. Ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça a comme conséquence qu'en fait, une semence paysanne va être beaucoup plus adaptable. Et pour vous expliquer le carbone du sol, ce qui se passe, c'est que le carbone, donc la porte d'entrée dans le sol, c'est la plante. Ça, vous l'avez bien compris. Voilà. C'est la plante qui vient capter ce CO2, qui est le relâche de l'oxygène. Ça, on a tous appris ça à l'école, très bien. Donc ce carbone, il est stocké. Mais le principal phénomène de stockage de ce carbone du sol, c'est l'exudation racinaire et le lien qu'il va y avoir avec les mycorhizes. C'est-à-dire ce qui va être sécrété par les racines. Et ce lien qu'il y a avec les mycorhizes, c'est le champignon qui va sécréter des glycoprotéines qui sont du carbone très stable dans le sol. Et là où c'est intéressant ce truc, c'est que ces symbioses plantes-champignons sont capables d'efforts très très importants et de séquestration très importante. Beaucoup plus que la feuille qu'on va imaginer se décomposer et faire du compost et s'humifier. Sauf que pour ça, il faut des champignons. Pour ça, il faut des plantes en symbiose. Donc, il faut qu'il y ait des trucs qui poussent. Il faut qu'il y ait des trucs vivants. Et le dernier élément, deux, c'est que, les fongicides, on oublie totalement. Parce qu'un truc pour tuer des champignons sur des champignons, ça tue des champignons. Voilà. Et les engrais de synthèse aussi ont un impact très délétère sur les populations et la quantité et l'efficacité de ces champignons, parce que les engrais de synthèse, en fait, le champignon, il est là pour aller fournir des minéraux, de l'eau, en profondeur à la plante. En échange, il reçoit du sucre. Ça, c'est son job. Voilà. Si vous filez la bouffe, si vous lui sortez son job parce que vous filez de la bouffe par-dessus, le champignon, il n'a plus de job. Donc il meurt. Et donc les engrais de synthèse sont aussi très délétères. Et donc en gros, plus vous avez d'engrais de synthèse, moins vous aurez d'exudation racinaire. Donc il faut bien vous mettre ça dans la tête. Et après aussi, le travail de sol est une catastrophe nucléaire pour les champignons du sol.
D'accord. Et peut-être une petite question, peut-être oui, à tous les deux, à Emma et Félix. Félix, tu l'as un peu abordé en disant, voilà, à un moment donné, moi, quand je me suis lancé à faire ça, il y a des agronomes qui sont venus et qui ont commencé à regarder. Est-ce que vous arrivez, dans le cadre de vos activités, autour de régénération d'une graine à l'autre, à vous entourer d'une communauté scientifique qui, voilà, va accréditer un peu l'ensemble de la démarche et va vous donner du poids, en fait, finalement, sur la capacité, justement, à voilà, remettre de la biodiversité dans les semences ou remettre de la biodiversité sur des pratiques qui, en gros, atteste et valide un peu sa capacité, notamment sur un territoire, à donner de la résilience, etc. Quel lien vous avez avec qui et comment ça, est-ce que ça fonctionne bien ou est-ce que, bon, pour l'instant, c'est toujours un peu un fonctionnement en silo ou pas, quoi? Ben, nous, c'est presque l'inverse, en fait. C'est que, ouais, on est... Ah, ça marche. Oui, ça marche toujours, pardon. On vient du milieu de la recherche. Et du coup, on a vraiment gardé des liens avec ce monde-là. Et l'idée, c'était plutôt justement de... On avait quand même une petite frustration. On avait une petite frustration, c'était que voilà, il y avait énormément de comptes rendus, de choses qui étaient montrées en recherche et finalement qui n'étaient pas forcément appliquées ou communiquées. Et du coup, c'était vraiment notre objectif de dire on va appliquer ces projets de recherche. Et donc, il y avait notamment une méthode de sélection qui a été proposée dans un projet de recherche et que là, on continue de tester à plus grande échelle, du coup, pour créer des populations diversifiées. Et quand tu parlais, Félix, des interactions avec les mycorhizes, effectivement, il y a aussi un labo de recherche qui continue de faire ce travail-là sur les interactions, comparaison variétés modernes, variétés anciennes et la manière dont elles recrutent, entre guillemets, les micro-organismes. On se rend compte que, du coup, les variétés modernes, elles ont des capacités moindres de discrimination des micro-organismes. Et donc, elles vont avoir une plus grande proportion à recruter des micro-organismes nuisibles, entre guillemets, pour elles aussi. Donc, voilà. Et donc, cette plateforme aussi de sélection, elle est totalement co-construite avec INRAE, l'Institut national de la recherche agronomique. Donc, effectivement, on est toujours très liés, pour le coup. Merci. Chez Régénération, en fait, on a construit des méthodologies d'évaluation qui nous sont propres. Ces méthodologies, on ne les a pas construites en s'étant levé le matin en se disant c'est comme ça qu'il faut mesurer du carbone. On a beaucoup discuté, des milliers d'allers-retours avec les scientifiques sur les différents aspects. Et donc, on continue encore. Et le positionnement qu'on a choisi pour ces méthodologies-là, c'est de les rendre open source. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore en ligne, mais on compte construire un système d'itération un peu dans la manière dont c'est construit les rapports du GIEC. C'est-à-dire qu'en gros, n'importe qui pourra dire « moi je pense qu'on peut l'améliorer en faisant comme ça ». Et donc, on va essayer de prendre en compte toutes les améliorations parce que l'enjeu, en fait, de ce qu'on fait, c'est de sortir de ces idées-là qu'une entreprise peut continuer à faire n'importe quoi et compenser ses émissions, en fait. C'est je fais n'importe quoi, je mets un peu de peinture verte en achetant quelques bouts de bricoles ailleurs. Non, l'idée, le fondement de cette boîte, c'était comment construire un système qui va chercher le maximum de valeur sur les entreprises pour les redescendre chez les agriculteurs. Et donc pour ça, c'est comment est-ce qu'on met le niveau de preuve le plus important dans les projets, le niveau de transparence le plus important dans les projets, et comment le consommateur, comme la personne qui travaille dans l'entreprise, comme l'actionnaire au final, est fier en fait que son entreprise et que son entreprise travaille sur ce projet-là et de l'impact en fait du financement. Cet impact, il doit avoir une preuve, il doit être réel, et ça c'est quelque chose de déterminant. Mais du coup, je suis un peu sorti de la question. Oui, c'était le lien un peu que vous aviez pour... Il y avait la question sous-jacente étant comment on peut faire à terme, on parle d'externalité environnementale, pour le moment, bon, sur le carbone, on peut imaginer, avec des techniques de stockage, avoir un coût sur le carbone et lui donner une valeur économique. Il y a plein d'autres externalités ou aménités, par exemple, de l'élevage des prairies, etc., qui ont des valeurs en termes de biodiversité. Comment on met une valeur économique à ça pour en trouver une rémunération derrière? Enfin,
certainement très compliqué à faire, mais comment on peut, faire ça? C'est exactement ça, c'est ce qu'on fait avec Régénération. Voilà, j'en étais sur les scientifiques, voilà. Donc on fait beaucoup d'allers-retours avec nos scientifiques. Et donc, c'est ce qui est super intéressant, c'est que on est parti sur des positionnements qui étaient assez tranchés par rapport à ce qui se faisait de manière générale, où on nous disait le carbone, ça se modélise, ça se mesure pas. Bon, on a décidé, nous on mesure. Voilà, ça va nous coûter très cher, mais au moins ce sera le plus fiable possible, ce sera le plus robuste possible. Et en fait, pour amener de la valeur, ça passe par là, ça passe par de la robustesse. En fait. Et après, la valeur, l'évaluation, par exemple sur la biodiversité, on a des gens avec des satellites qui vont mesurer les qualités et les quantités des infrastructures agroécologiques. Ensuite, on va demander aux agriculteurs, donc les haies, les arbres isolés, tout ça. Ensuite, on va demander aux agriculteurs comment est-ce que vous les gérez. Est-ce que vous les désherbez, enfin les débroussaillez? Est-ce que vous les passez à l'épareuse? Est-ce que vous les laissez libres? Voilà, comment est-ce que vous gérez ça? Ensuite, quelle est la biodiversité cultivée? Est-ce que tu utilises des semences paysannes ou pas? Est-ce que tu utilises des semences fermières ou pas? Est-ce que la différence entre les deux, ça va être des semences de variété ancienne ou des semences que tu vas juste reproduire toi-même? Voilà, les deux sont intéressantes, mais la variété ancienne a d'autres avantages dont on vient de parler. Est-ce que tu vas avoir des races anciennes sur ta ferme? Est-ce que tu vas faire tout un tas de questionnements sur des pratiques qui vont favoriser la biodiversité? Est-ce que tu mets en place des bandes fleuries? Comment tu vas les gérer? Et après, le dernier point, c'est qu'on a aussi des entreprises prestataires avec qui on est en train de commencer des démarches d'analyse d'ADN environnemental. C'est-à-dire que ça, c'est des nouvelles choses qui existent. Qu'est-ce qu'on va trouver en qualité et en quantité dans un sol, dans de l'eau? Voilà. Ça, c'est des démarches hyper intéressantes. Et c'est très novateur parce qu'en fait, ils doivent faire des comparaisons avec des bases de données d'ADN existantes, mais ils peuvent aussi conserver des échantillons. C'est-à-dire qu'on peut prendre un échantillon de sol maintenant, le congeler et attendre 10 ans pour l'analyser quand on aura des bases de données, des références beaucoup plus importantes sur les différentes espèces qu'on pourrait imaginer trouver et du coup faire des corrélations. Enfin, il y a des choses, en fait, on est au début de tout ça. Et c'est ça qui est passionnant. Et donc, on commence à savoir comment ça se passe. Par contre, je finis avec ça, sur l'eau. L'eau, c'est très bien. Bon, est-ce qu'il faut des bassines, est-ce qu'il ne faut pas des bassines? Est-ce qu'il faut irriguer, est-ce qu'il ne faut pas irriguer? Est-ce qu'il faut du maïs, est-ce qu'il ne faut pas de maïs? Bon, il y a tout plein de sujets. Mais par contre, sur l'eau, qu'est-ce qu'on mesure? Mesurer la qualité d'une eau, on sait. Je vais dire un très gros mot et vous allez faire des bons, c'est pas grave. Mais en fait, la qualité d'une eau, c'est un problème de santé humaine, globalement, plus que d'écosystème. C'est-à-dire que si dans 100 ans, la planète, elle fait 8 degrés de plus, que l'eau, elle a un peu de pesticides ou un peu de nitrates, voilà. Mais ça, ce que je veux dire, c'est qu'on sait la mesurer. C'est des choses très simples, c'est des chromatographies pour les pesticides, des tests avec des nitrates, ça on sait mesurer. Là on a choisi un positionnement qui est un peu différent, c'est d'aller mesurer l'impact sur l'eau de l'infiltrabilité des sols. C'est comment est-ce qu'un sol est capable de recharger une nappe, ou comment est-ce qu'un sol est capable d'éviter qu'il y ait une inondation. Quelle est la capacité d'un sol à infiltrer? Un sol, il peut varier de 1 mm/h à 200 mm/h. Vous imaginez un méga orage qui tombe sur un sol ou sur l'autre, ce qui va se passer en aval sur la ville qui est derrière. Et ces éléments-là, comment on fait? Personne ne sait. Comment, en 2023, tu ne sais pas comment on mesure l'infiltrabilité? Non, en fait, il n'y a personne qui sait, et c'est le bazar. Et c'est pour ça que nos modélisations climatiques foirent aussi, principalement. C'est-à-dire qu'en fait, on mesure le taux d'humidité des sols avec des satellites. Au radar, celui-là, il semble être humide, donc voilà, ça va participer de temps à la dépression qui arrive. Donc, on va dire qu'il va faire telle météo. Et donc, s'il y a des agriculteurs dans la salle, ils savent à quel point les météos sont de plus en plus justes. C'est une catastrophe. Donc, il vaut mieux regarder le coucher du soleil pour savoir s'il va pleuvoir le lendemain que regarder la météo. Et donc, parce que les modèles sont en train de bouger et tout ça, mais que les sols qui définissaient par cette infiltration des paramètres qui servaient à calculer les modélisations climatiques, l'infiltration de l'eau dans les sols ne sait pas être mesurée correctement. Si vous mettez une sonde en profondeur, vous allez creuser pour la mettre, donc l'eau elle va suivre ce chemin préférentiel. Si vous mettez une sonde dans un champ et puis vous dites au bout de 10 ans il y aura plus de chemin préférentiel, mais vous allez laisser cet endroit-là que vous allez gérer différemment que le reste de la parcelle parce qu'il y aura la sonde dedans, donc du coup elle va quand même s'infiltrer différemment que dans le reste de la parcelle. Si vous regardez des fois dans des périodes même en hiver, vous allez faire des profils de sol, vous allez voir que vous allez avoir les 20 premiers centimètres trempés
Et dessous, il va y avoir des semelles de labour tellement dures. Je vous explique ce concept-là, mais si vous passez une machine à 20 cm de profondeur tous les ans dans des conditions humides, vous allez créer un lissage en profondeur, vos racines ne passent plus, votre eau passe plus. Donc l'eau, elle arrive et elle se barre. En fait, des fois, vous allez avoir des rivières souterraines à 20 cm de profondeur. Quand vous le creusez et que vous découvrez ça, mais vous hallucinez. Vous êtes choqués, quoi. Vraiment, c'est heurtant. Hein, agronomiquement, c'est un truc de fou. Et donc, en fait, on ne sait pas faire ça. Et donc là, on monte un gros projet de recherche avec l'INRA sur la caractérisation de ces trucs-là. Et on ne peut pas faire sans les scientifiques, en fait. C'est pas possible. Parce qu'en fait, nous, on sait faire des choses, mais on a toujours besoin qu'il y ait des choses qui fassent des consensus et de passer, en fait, d'hypothèses à des corrélations statistiques, et de ces corrélations statistiques à des choses qui puissent Enfin, c'est plutôt d'observation visuelle à corrélation statistique, et de ces corrélations statistiques à des trucs qui sont utilisables. Et on a besoin des scientifiques pour ça, et ça ne peut pas être fait sans. Par contre, il y a un gros travail de quelles sont les priorités, de quoi on a vraiment le plus besoin en ce moment, quoi. Ok, merci Félix. On va revenir à l'installation, à la transmission. Est-ce que vous avez une idée du AFEV, des profils des candidats? Est-ce que vous savez si vous avez des profils de candidats qui sont un peu différents de ce qu'on peut retrouver classiquement? Déjà, dans une première question, voilà. Est-ce que le profil des candidats est un peu différent sur le profil des candidats qu'on recevait? Alors, nous, aujourd'hui, sur La Grange, on a une plateforme donc, qui est dédiée à l'installation agricole. On a presque 10 000 porteurs de projets aujourd'hui, donc il y a des gens qui veulent s'installer. 70% sont des personnes qui sont issues d'une formation agricole, donc ouvriers agricoles ou qui ont déjà de l'expérience ou une capacité agricole, donc déjà une formation. Il y a 30% qui sont issus plutôt d'un profil de reconversion, donc qui ont fait des études, qui ont souvent une partie de leur famille qui est déjà agriculteur, mais ils n'ont pas voulu suivre cette voie et finalement ils y reviennent. Cette année est un peu différente d'après les organismes sur le terrain. Les chambres d'agriculture, les ADR, etc. On constate un petit retrait du nombre de personnes qui veulent s'installer par rapport aux années post-Covid, on va dire, où les gens ont vraiment voulu s'installer. Et là, il y a juste un léger recul qui revient plutôt à la normale par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais il y a vraiment pas mal de monde qui veut s'installer. Et nous, on constate quand même que c'est des gens qui sont déjà formés, avec déjà de l'expérience, mais qui n'ont pas les moyens financiers de s'installer et d'acheter de leur foncier, quoi. Et justement, au niveau du regard un peu des acteurs, on va dire, plus classiques ou traditionnels du secteur de l'installation, le fait de voir des nouveaux acteurs, comment, est-ce que est-ce que vous avez des liens réguliers, fréquents, enfin, comment ça se passe un peu? Alors il faut se présenter, il faut montrer patte blanche un petit peu, arriver avec un peu d'humilité parce que nous, les fondateurs de FEV sont ingénieurs agronomes, mais c'était un peu éloigné de ce milieu-là. Donc il faut montrer qu'on n'arrive pas avec nos grands sabots et pour tout changer. Au contraire, on veut plutôt s'appuyer sur leurs compétences à eux, puisque nous, chez FEV, on ne fait pas forcément d'accompagnement en one-to-one, donc en direct avec les agriculteurs, avec les porteurs de projets, puisque ces institutions-là le font déjà. Donc nous, chez FEV, on a une personne qui est dédiée à aller parler à ces personnes-là pour créer des partenariats avec les chambres d'agriculture, les PAI, les ADR, la SAFER. Et donc pour l'instant, ça dépend des départements, mais ils nous voient plutôt d'un bon œil, puisque l'objectif, c'est vraiment d'installer cette nouvelle génération. Donc on a tous le même objectif, on n'a pas forcément tous la même idée de l'agriculture, de comment le faire, etc. Mais ils sont plutôt assez réceptifs de façon positive. Et du coup, ils relayent bien nos informations. Et nous, on relaye aussi le fait que quand on veut s'installer, il faut aller voir un point d'accueil et installation, c'est le premier, etc. Donc on essaie de flécher aussi le parcours, parce que des fois, quand on se lance, on ne sait pas par où commencer. Donc on essaye aussi de flécher ça, et le fait qu'on ait une plateforme digitale, on touche beaucoup de monde, et donc ça permet aussi de préqualifier, on va dire, les projets, et d'aider les gens à construire leur projet dans leur tête, de le mettre sur le papier, et de pouvoir arriver à la Chambre d'agriculture ou aux ADR avec un projet préconstruit et qui vont pouvoir continuer à développer après, quoi. Ok, et après, question qui va être à tous les trois. Pour développer ensuite vos activités, est-ce qu'il y a des freins à lever
Est-ce que j'ai une question, Emma, plus précise? Est-ce que sur le point de vue réglementation, est-ce qu'il y aurait des freins à lever pour aller plus loin? Alors, il y en a déjà qui viennent d'être levés. Parce que jusqu'à maintenant, effectivement, le secteur de la semence, quand même, est un secteur qui est très, très spécifique et potentiellement assez verrouillé. En fait, aujourd'hui, pour commercialiser de la semence, ou une variété plutôt, il faut qu'elle soit inscrite au catalogue des semences. Et pour qu'elle soit inscrite, d'abord, la demande d'inscription est payante et elle est relativement chère pour une structure qui ne serait pas un semencier, par exemple un paysan. Et ensuite, elle doit passer toute une batterie de tests, et notamment un test qui qualifie l'homogénéité de cette semence-là. Et donc nous, quand on parle de diversité, voilà, toutes les semences ou toutes les populations qui sont diversifiées, directement, elles ne passent pas ce test-là. Donc elles ne peuvent pas rentrer dans ce cadre réglementaire-là. Mais il y a eu une ouverture qui en fait émane de nombreux projets européens qui ont débuté dans les années 2000 et donc dans lesquels on a été partenaire au travers de notre équipe de recherche sur l'agriculture biologique. Et donc c'est spécifique quand même à l'agriculture biologique. Aujourd'hui, on a le droit de commercialiser, attention pour le mot, du matériel hétérogène biologique depuis 2022. Ce sont des populations qui, au sens légal du terme, ne sont pas des variétés, mais qui ont quand même des caractéristiques communes qui fait qu'on peut quand même les décrire comme étant une population reconnaissable. Et donc ça, c'est une ouverture réglementaire qui est quand même dont les chercheurs et chercheuses qui ont travaillé là-dessus sont très contents à l'échelle européenne, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourra commercialiser quand même un petit peu de population. Mais aujourd'hui, en France, il n'y a eu aucune demande de déclaration de matériel hétérogène biologique, alors que ça a commencé en 2022. Donc voilà, il y a quand même des difficultés autour de ce matériel hétérogène biologique. Et effectivement, on se pose la question de si c'est adapté aux agriculteurs qui ont envie d'utiliser ce qu'on appelle des semences paysannes, semences anciennes, variétés population, tous ces mots-là. Mais il y a quand même des possibilités, c'est-à-dire que les semences paysannes, elles existent malgré ce cadre réglementaire, notamment via des processus d'échange en fait, entre paysans, où l'idée c'est de rejoindre des associations qui font ce travail-là et donc qui peuvent apporter un cadre quand même réglementaire, notamment dans le cadre de l'expérimentation agricole ou de l'entraide agricole, pour s'échanger des semences. Mais voilà, c'est aussi des choses qui rendent difficile l'organisation à plus grande échelle. Et là, aujourd'hui, nous, c'est aussi ça qui nous questionne, c'est de dire qui, aujourd'hui, a accès à ces variétés populations. Et quand on parle de changement climatique, de besoin de résilience, en fait, c'est aujourd'hui qu'on en a besoin. Et donc, je trouve que l'urgence, elle est aussi de ce côté-là, du côté de l'accessibilité, en fait. Et voilà, on va voir si le matériel hétérogène permet ça, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau réglementaire. Ouais. Félix, un peu même question pour redévelopper sur régénération, pour aller plus loin. Est-ce qu'il y a des freins ou qu'est-ce que, en termes de perspective, pour accompagner davantage d'agriculteurs avec régénération? Nous, on n'a pas vraiment, en fait, les freins, ils sont pas tout à fait comme on pourrait les imaginer. On est sur un nouveau marché qui est un peu la foire au grand n'importe quoi. Les questions du carbone, voilà, c'est globalement une entreprise moins chère, elle achète la peinture, mieux elle se porte, mais pas toutes. C'est-à-dire que là, depuis un an, on est en train de voir des très grands groupes, pas celui sur lequel il y a eu une manifestation devant sa porte d'entrée de conseil d'administration il y a quelques temps, mais on est en train de voir des très grands groupes qui veulent vraiment des engagements environnementaux. Donc là, il commence à y avoir des petits changements de paradigme. Donc ces groupes-là, après, voilà, ces changements environnementaux, à quel point ils considèrent que l'agriculture et l'investissement dans l'agriculture est un levier important, à quel point ils sont évangélisés sur ces questionnements-là. Donc ça, c'est
première question. Et après, une fois qu'ils ont compris à quel point l'agriculture était importante, ils tombent vite sur nous. Donc ça, c'est pas très compliqué. Par contre, après, ce qui va se passer en réalité, c'est que des grands groupes vont acheter un certain pourcentage de leur portefeuille, en crédit très premium et très fiable. C'est sur ceux-là qui communiqueront. En fait, le reste, pour les obligations réglementaires, ils resteront sur du greenwashing. Peut-être pas tous, mais globalement. Ensuite, je trouve que le principal frein, en fait, il est dans la tête des agriculteurs. Il n'est pas législatif. C'est aujourd'hui, quand quelque chose va mal pour un agriculteur, il a tellement été habitué à faire la même chose pendant toute sa vie, que quand quelque chose va mal, c'est pas sa faute à lui, c'est pas sa faute à ses pratiques, c'est pas la faute à un système de pratiques. Ça va être la faute au traité de libre-échange, la faute à la météo, la faute à plein de choses. C'est jamais sa faute. Quand il y a l'agriculteur, il vient de semer un maïs où il a labouré, mis des engrais, bien fait une terre fine pour faire de la carotte, et il prend un orage sur la tête et qui lui fait partir toute la terre du champ, c'est bien évidemment la faute à l'orage. C'est pas la faute au fait qu'il ait fait de la poussière et que la poussière ait été emportée par l'eau. Voilà. Et donc, il y a un changement il y a besoin d'un changement cognitif, en fait. Et donc, là, on n'a pas passé... il y a quelque chose qui s'appelle le tipping point dans les changements globaux, donc quand on vit sur nos histoires de climat. Souvent, il est estimé entre 10 mais surtout 20% de la population d'un territoire qui va changer adopter des nouvelles manières de faire. Et sur l'agriculture, on n'est pas du tout dans ces ordres de grandeur-là encore. Donc, tant que les agriculteurs n'auront pas compris... moi, je vois dans mon village, sur l'élevage en pâturage tournant, comme ils sont tous en train de crever, ils se disent, on va peut-être essayer... ça a l'air d'être pas con ce qu'il fait à côté, donc on va peut-être essayer de faire pareil. Donc là, effectivement, c'est en train de prendre. La question du non-labour, c'est un peu trop compliqué encore, donc on fait des tests, on le fait mal, du coup ça marche pas, du coup on se dit que c'est pas une bonne idée. Donc d'où l'importance de l'accompagnement agronomique, en fait, le fait que l'agriculteur ne soit pas seul. Mais en fait, l'agriculture, là où c'est complexe, c'est que c'est pas qu'un agriculteur qui doit bouger, c'est toute une filière qui doit bouger. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il va falloir bouger l'acheteur, il va falloir bouger tout le monde, en fait, en même temps, parce que l'agriculteur... il faut que vous ayez conscience que les agriculteurs, en fait, ils sont seuls, vraiment. C'est-à-dire que sur le plan technique, qui c'est qui va les aider? Qui c'est qui va les accompagner? Jusqu'à un changement de loi où où il y a eu des adaptations qui ont été faites, parce que surtout, il ne faut pas trop changer, mais c'est le commercial qui leur vend les produits, qui va leur donner les itinéraires techniques. Ça, tu le mets à tel moment, ça, tu le mets à tel moment, ça, tu le mets à tel moment. Et du coup, pourquoi est-ce que l'agriculteur irait se dire « je vais aller voir d'autres gens qui me disent de faire des trucs différents, où je dois me prendre la tête à acheter du nouveau matos, où je vais prendre des risques pour changer ». Et en fait, je suis tout seul en fait, dans ces risques. Et, voilà. Et donc, il est seul à porter ce risque. Et c'est pour ça qu'on a créé ce modèle-là. Mais plus l'externalité... En fait, dans notre modèle, on a un système de préfinancement. D'ailleurs, vous pouvez investir chez nous en achetant des obligations qui servent à préfinancer la transition agricole. Mais il y a cette histoire de... On apporte une poche de valeur qui essaye de dérisquer cette transition. Mais après, à partir de la 5e année, il est payé sur ses résultats. Donc on fait une analyse en année 1, une analyse en année 5, une analyse en année 10. Les 5 premières années, il a une poche de valeur de 100 € par hectare, et à partir de l'année 5, c'est ses résultats. S'il comprend à quel point il pourrait gagner de l'argent, parce que ces certificats vont augmenter en valeur au fur et à mesure du temps, parce qu'ils sont indexés sur le prix de la tonne carbone, mais qu'on crée aussi d'autres produits financiers associés à la biodive, à l'eau et tout ça, que plus ils comprennent qu'ils vont gagner de l'argent en allant vers l'environnement, moins la quantité de quintal produite sera importante. Et ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que dans la balance, je gagne plus de fric sur l'environnement ou je gagne plus de fric à faire du quintal, donc à produire des rendements, là, il y a un élément de changement de paradigme. C'est encore trop tôt pour ça, mais j'espère que quand on va être capable de leur amener 1000 balles par hectare, c'est peut-être dans 5 ans, c'est peut-être dans 7 ans, mais à ce moment-là, effectivement, on aura un levier, une carotte suffisamment grosse pour que certains qui sont réfractaires aujourd'hui
puisse se dire ça vaut vraiment le coup d'y aller, et on a de la donnée, et on a de la référence, et on sait que le gars d'à côté il l'a fait, et on a les agronomes qui sont montés en compétences. Et en fait, des agronomes qui savent faire de l'agriculture régénératrice, il y en a. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire, il y en a, je sais pas, peut-être 200 qui sont très bons en France. Voilà. Mais quand il y en aura 20 000, on pourra accompagner tous les agriculteurs. Mais il y a besoin de former ces gens-là. Il y a besoin qu'ils comprennent. Et de les former, c'est les former sur des plans techniques, agronomiques, mais aussi sur des plans sociaux, d'accompagnement cognitif, psychologique. Le risque, il est beaucoup plus complexe que seulement, te dire comment semer, à quel endroit, à quel moment. Et donc, c'est passionnant parce qu'il y a tout à inventer. Bienvenue. Voilà. Oui, pour poursuivre chez FEV, pour développer votre activité dans les années à venir, qu'est-ce que vous identifiez? Et Félix l'a un peu abordé aussi. Et Emma, ce sera un peu la même question. Pour l'instant, vous accompagnez donc les agriculteurs sur l'installation, proposer des solutions en termes de semences. Donc on s'adresse régulièrement à la production. Alors Félix l'aborde un peu parce que dans ce que vous êtes en train de construire, en fait, avec Régénération, vous allez solliciter d'autres acteurs et notamment des filières aval. Quel regard vous avez, ou même quel regard la filière aval, parce que d'une certaine manière, Félix l'expliquait, une filière agricole, enfin, il y a la production, il y a la partie de la transformation, elle structure aussi énormément le mode d'organisation en fait de la production sur un territoire, etc. Voilà, on peut adresser des messages directs à la production, mais il faut que derrière, il y ait toute la chaîne en fait qui suive derrière, de la transformation, de la commercialisation jusqu'à la distribution, jusqu'au consommateur, quoi. Et voilà, là-dessus, enfin, déjà, les perspectives pour FEV pour quelques années, et votre regard un peu, est-ce qu'il y a un regard de la filière aval? Est-ce que vous avez des liens avec l'aval par rapport aux activités que vous mettez en place? Alors, nous, on essaye de financer des fermes qui vont être des fermes diversifiées pour limiter les risques aussi au changement climatique ou aux problèmes sanitaires. Une ferme qui ne peut pas faire des canards une année, il faut qu'elle ait d'autres ateliers. Voilà, il y a plein de choses sur les fermes diversifiées qui font que du coup, c'est des modèles qui sont un peu plus résilients économiquement parlant. Et nous, du coup, on a cette charte agroécologique qui va avoir aussi bien la partie agronomique et la partie économique aussi qui va aider les agriculteurs, enfin qui va aider à construire des modèles un peu plus résilients. Et on va travailler sur la partie commercialisation en intégrant de la transformation pour mieux valoriser les produits et si possible avoir le maximum en circuit court, enfin de commercialisation en circuit court. Et on essaye d'accompagner les agriculteurs à discuter avec le territoire, sur les collectivités, etc. aussi pour mieux valoriser leurs produits à ce niveau-là. Et j'ai oublié la première partie de la question, c'était sur les perspectives. Pour votre développement, est-ce que vous identifiez des acteurs à aller chercher, à les mobiliser? Oui, après, nous, on fait de l'épargne citoyenne, donc effectivement, les gens vont placer leur épargne dans la foncière pour soutenir ces fermes-là. Il y a Terre de Liens qui a évangélisé un petit peu cette façon d'investir. Nous, on arrive avec un autre modèle un peu différent, donc on a la question à 1 million, c'est souvent quelle est la différence avec Terre de Liens. Voilà. Nous, on propose du coup une option d'achat pour les agriculteurs. C'est une philosophie différente qui répond à un besoin différent des agriculteurs. Nous, ils ne vont pas être en location à vie, mais ils vont avoir cette possibilité d'acheter leur ferme. On considère que l'agriculteur va justement travailler à la valorisation de la ferme, il va travailler toute sa vie et donc on lui offre la possibilité d'acheter cette ferme à terme. Et donc on a un peu, nous, ce frein-là, des fois de la part des épargnants, de dire « Ah, vous êtes capitaliste et vous allez faire de la spéculation sur le prix du foncier », ce qui n'est pas le cas. Et du coup, nous, on essaye vraiment de rassurer les gens sur le fait que notre objectif, c'est vraiment l'installation agricole parce qu'on aime bien manger chez FEV et qu'on a envie de manger dans les prochaines années. Donc voilà. Je voudrais rajouter des trucs sur ce que tu viens de dire. C'est qu'en fait, la concentration des exploitations agricoles, c'est un drame total. Bon, comment ça se passe? C'est aujourd'hui, vous avez 10 agriculteurs sur un village, ils ont chacun 50 hectares, ils partent à leur retraite, machin, puis à la fin, il y en a un qui a 500 hectares. Bon, cette ferme, elle n'est pas transmissible, on est d'accord, blablabla, voilà, très bien. Comment ça se passe? Il a des enfants, on va partir de ce principe. Bon, ils n'ont pas envie de faire agriculteur, il y en a un qui est médecin, l'autre, voilà. Bon, mais du coup, lui, il aime que ça dans sa vie. Puis il a sa maison qui est au milieu des terres et puis tout ça. Donc il va aller mettre ça au nom de son fils, ou sa fille.
Donc, officiellement, c'est l'enfant qui est agriculteur, mais il va faire le boulot. Puis au bout d'un moment, il en aura marre de faire le boulot, et puis il va être trop vieux, tout ça, et puis donc il va faire un entrepreneur de travaux agricoles. C'est génial, il y a des mecs, ils ont des gros tracteurs, ils viennent te faire le boulot à ta place, et puis en plus, ils sont moins chers que si tu le faisais toi-même. Bon, trop bien. Bon, ça, si on oublie les impacts des gros tracteurs, voilà. Mais après, qu'est-ce qui se passe? L'entrepreneur de travaux agricoles, il bosse 90 heures par semaine, et puis il met ça au nom de son fils. Hein, et puis à la fin, il a quand même la gestion de 5, 10, 15, j'en ai vu à 40 000 hectares. Voilà. Et donc, voilà, 40 bonhommes, 40 tracteurs, 40 000 hectares, tout va bien. Mais à la fin, il s'occupe de tout quand même. Voilà, il s'occupe des achats, il s'occupe de faire les ventes, il s'occupe de tout. Voilà. Et puis à la fin, bon, il va falloir qu'il arrête parce que ses enfants ne vont pas reprendre parce qu'ils n'ont pas envie de ça. Et puis voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des fonds d'investissement qui viennent racheter ça. Ils disent, youpi! Voilà. Et donc, on se récupère la gestion du foncier, comme ça, on n'a pas besoin de l'avoir en propriété. Machin, voilà. Et donc, le seul moyen d'éviter ce truc-là, c'est d'avoir des paysans. Donc, il y a deux trucs dans le modèle de FEV qui sont intéressants, enfin, de FEV ou de Terre de Liens, mais voilà, là, c'est qu'en fait, FEV, dans les conditionnalités, il y a quand même une part qui est liée aux valeurs de l'agriculture paysanne. C'est-à-dire qu'il y a une partie de valeur sociale. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et donc, une coopérative, par exemple, aujourd'hui, pour des agriculteurs, une COP qui a, tu parlais des filières aval tout à l'heure, mais une COP qui a des agriculteurs qui ont 1000 hectares, est-ce que leur sujet, c'est d'être coopérateur d'un truc pour valoriser leurs produits? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de la COP? Absolument plus rien. Donc, les filières et leur structuration, en fait, elles étaient adaptées à des fermes de taille moyenne. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, ces fermes qui deviennent plus grosses deviennent des organismes stockeurs, vendent leurs propres céréales eux-mêmes, et en fait, ça vient déstructurer totalement les filières. Et ça, c'est un élément aussi extrêmement important à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'agroalimentaire sur la totalité du territoire français, c'est 2,5 millions d'emplois, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire que c'est bien plus que l'aéronautique. Là, on a Macron, il était super fier. Vous avez entendu? Il a mis 8,5 milliards d'euros pour faire de l'aviation verte. Wouhou, on peut l'applaudir. Non, mais c'est une farce. Quand on voit l'état de l'agriculture, quoi. Enfin, voilà. Non, mais voilà. Et du coup, c'est quand même assez heurtant, assez choquant quand on sait l'impact que peut avoir l'agriculture pour vraiment créer un futur et ce que ça représente en termes d'emploi et de territoire. Et après, il y a un autre dernier truc que tu as dit qui était super important. C'est ce que va dire un vieil agriculteur. C'est moi, j'ai toujours eu 3 productions. Et il y en a toujours une qui merde, mais tu sais jamais laquelle ça va être. Voilà. Et ça, c'est hyper important sur la résilience des exploitations agricoles. Plus tu es spécialisé, plus tu es à risque. Et donc, sur comment est-ce que tu crées un futur avec de la diversité. Et pas avec de la spécialisation. Ça, c'est un autre élément. Je l'embauche. Emma, oui, la vision un peu de la filière aval. Et puis après, préparez-vous, parce qu'on prendra un petit temps d'échange avec la salle, mais avant, votre vision, après, au-delà de la structure que vous représentez, mais votre vision de l'agriculteur de demain et sur quel système d'exploitation il est. Donc, Emma, sur la partie un peu, on va dire, lien avec l'aval de votre activité, et puis après, derrière, ta vision agriculteur de demain, c'est quoi, c'est qui et sur quel type d'exploitation il est. Et puis après, on passera un petit échange avec la salle. Ok, wow, je vais essayer de me rappeler des deux. Ouais, du coup, pour la partie aval, ce que tu as dit, Félix, ouais, c'est hyper important, cette notion de quand on ramène de la diversité dans les fermes, comment on gère ensuite la diversité à l'échelle de l'aval. Et nous, on le voit qu'à l'échelle des filières, c'est quand même des sujets qui reviennent sur le devant de la scène. Mais ça demande des changements énormes. Pour refaire un peu l'historique quand même sur la question des semences, les premières personnes qui ont utilisé des semences paysannes, semences anciennes, ce que vous voulez, c'était plutôt des paysans boulangers parce qu'ils maîtrisaient la totalité de la filière, entre guillemets, de la semence jusqu'à la commercialisation. Et en fait, ça, c'était, on va dire, entre guillemets, le plus simple parce que il y a une grande notion d'adaptabilité si on fait tout à la ferme et on peut s'adapter à la diversité. Quand on est une coopérative
ou un vendeur, un négociant. C'est compliqué d'avoir des agriculteurs qui vous disent ah bah oui, nous on va arrêter le duo blé-maïs, on va faire de la fève, du pois, plein de sortes de céréales. Et donc même rien qu'en termes logistiques, ça pose la question de ok, donc au début on avait 2 cellules énormes, là il va en falloir 70. Enfin voilà, c'est vraiment une question qui et c'est ça moi qui me passionne aussi par rapport à la semence, c'est que quand on se pose la question de la semence ou quand enfin voilà, on détricote toute la filière quoi. Et du coup, on voit quand même que là, par exemple, on travaille avec des coopératives bio qui se disent bon ben, en fait, on a relocalisé, je sais pas, notre production d'avoine, et maintenant qu'on a relocalisé notre production d'avoine, qu'elle est redevenue française, qu'en est-il des populations on sait qu'en Charente, la production d'avoine, elle va pas du tout avoir les mêmes contraintes que en Bourgogne. Ça veut même dire parfois qu'on va faire de l'avoine de printemps ou de l'avoine d'hiver. Enfin, c'est des gros changements en termes techniques. Mais ils se les posent ces questions, et donc ça pose ensuite la question de comment on reterritorialise nos filières, comment on communique aux consommateurs, ça pose la question du prix, comment on garde un prix accessible pour les consommateurs tout en gérant cette diversité. Donc voilà, c'est un peu énormément de questions qui sont soulevées, auxquelles les filières au jour d'aujourd'hui, elles sont prêtes à répondre. Nous, on a cette impression-là. Mais il y a vraiment une grosse peur des marchés, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont certains ont vraiment peur de dire est-ce qu'on va avoir des débouchés quoi. Est-ce que le consommateur derrière va suivre si on propose du millet, par exemple. Nous, on voit que le millet, c'est une espèce qui est super intéressante en termes de changement climatique. Mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé de consommer du millet. On n'a pas l'habitude, ça peut paraître un petit peu fade. Est-ce qu'on l'utilise en farine? Est-ce qu'on l'utilise comme du riz? Enfin voilà, c'est vraiment toutes ces questions-là qui se reposent, quoi. Je te reste la parole juste. Le millet, autrefois, avant que le maïs arrive, les gens cultivaient du millet. Déjà, ça, il faut savoir ça. Et ce qu'ils disaient, c'est que le maïs, c'était pour les cochons et le millet, c'était pour les hommes. Parce qu'il y avait 3 ou 4 ou 5% points de protéines en plus. Mais oui, ça a totalement changé. Maintenant, le millet, quand on y pense, c'est les oiseaux, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on a gardé. Voilà. Et du coup, après, il y avait la question... La vision un peu à l'agriculteur de demain, Ouais. sur quel système d'exploitation, du point de vue... déjà, c'est des fermes qui ont remis de la diversité dans les champs. Enfin, ça, c'est... Voilà. Et qui, du coup, comme on disait, qui mettent pas tous leurs œufs dans le même panier et qui sont capables d'avoir une résilience à l'échelle plutôt des territoires. Il y a un chercheur qui est venu américain qui s'appelle Phil Howard et qui parle justement de... Lui, en gros, il étudie comment les grosses firmes rachètent pour qu'au début, vous aviez, je sais pas, rachètent toutes les petites firmes. Et il a étudié notamment les firmes semencières. Et quand on regarde aux États-Unis, il y avait beaucoup d'entreprises, par exemple, semencières, et maintenant, il n'y a plus que Bayer qui a lui-même racheté Monsanto. Enfin voilà, il étudie tout ça. Et lui, il dit le pendant de ça, c'est, alors c'est très moche en français, mais c'est la prolifération horizontale. C'est-à-dire que plutôt que de tenter on a trouvé une solution et du coup, on devient un peu leader sur un marché, et l'idée, c'est de transmettre, quoi. D'avoir vraiment une transmission à l'échelle des territoires d'un principe. Et on le voit pour les semences. Enfin, si vous envoyez un lot de blé trop conséquent à un voisin, enfin non, justement pas à un voisin, à quelqu'un qui n'est pas dans la même région que vous, vous avez un gros potentiel d'avoir ce qu'on appelle la carie du blé qui ressort. Donc c'est une maladie du blé qui est vraiment problématique parce que ça sent le poisson à la récolte, donc c'est pas très transformable. Et donc voilà, il y a vraiment une notion de si vous voulez faire utiliser des semences population, l'idée c'est de rester sur le même terroir, de commencer par des quantités qui sont adaptées aussi aux fermes. Et voilà, pardon, tu voulais dire quelque chose? Je voulais réagir sur la carie.
c'est que la carie, si tu traites ton lot au vinaigre, ben, tu n'as pas de carie. Enfin, ce qui est important, c'est ce qu'ils font en fait, mais c'est que les agriculteurs ne font pas forcément, c'est que ton travail de sélection, c'est pas que de la sélection, c'est aussi tout un accompagnement de tout le suivi, de toute la gestion, de tout le truc pour que les choses soient bien faites. Et si tu le fais mal, ça merde systématiquement. Ouais, alors effectivement, il y a cette question-là du traitement au vinaigre, mais là, c'est aussi en train d'être étudié on repart à la question des mycorhizes, quoi. En fait, la carie, c'est aussi un champignon qui est présent dans les sols, et du coup, si on implante si on implante des plantes dans un terroir où justement elles n'ont pas eu cette notion d'adaptabilité, on a montré que même si tu traites les semences au vinaigre, il y a une augmentation des spores de carie dans les plantes parce que voilà, c'est une notion d'adaptabilité. On parle notamment, les généticiens là parlent beaucoup d'épigénétique par exemple. Donc c'est des facteurs de régulation génétique qui sont totalement dépendants de ce que la plante a vécu dans son histoire. Donc par exemple, une plante qui a subi une sécheresse à une année N, si on récolte la semence de cette plante et qu'on la ressème, on va pouvoir montrer que à l'échelle de son génome, il va y avoir des régulations différentes qui vont se faire et qui vont dire ok, on est prêt entre guillemets à réagir à la sécheresse. Et pour la question de la carie ou de ces choses-là, c'est aussi la même chose, quoi. Il y a des notions d'équilibre et de phénomènes de régulation qui se font. Voilà. Merci. Félix, ton agriculteur de demain, son système d'exploitation. Bah, c'est pas compliqué. Il s'installe sur une ferme portée par Fève, il est accompagné par Régénération et il fait des semences paysannes. Merci. Moi, j'ai une vision, je pense, très utopiste et peut-être naïve, de voir des fermes diversifiées avec plusieurs personnes dessus, pour permettre à l'agriculteur d'avoir un confort de travail aussi, de pouvoir partir en vacances, en week-end, etc. D'avoir tous les gens de la salle qui soutiennent financièrement les agriculteurs en mangeant local, en allant les voir sur les fermes et en investissant une partie de leur épargne, soit chez Régénération, soit chez nous, soit chez Terre de Liens, soit chez toutes les autres solutions possibles. Du coup, d'avoir des agriculteurs qui sont payés dignement, qui ont une reconnaissance de la part du grand public et qui acceptent de payer le prix des produits à un prix juste. J'espère que ça sera ça. Merci à tous les trois. Merci à tous les trois. Et puis effectivement, Félix a bien synthétisé. Merci d'avoir. C'était une belle synthèse. On a l'accompagnement à l'installation, enfin aider justement l'installation avec les problématiques de transmission qu'on aura dans les années à venir. C'est très important. La question de mettre à disposition effectivement de la biodiversité au niveau des semences pour sécuriser, pour gagner un peu en résilience face au changement climatique. Et puis tout l'accompagnement, toutes les questions que tu posais, Félix, sur la capacité de modifier un peu nos systèmes, de mieux boucler sur les différents cycles biogéochimiques, etc. Et peut-être en perspective, ce que vous avez mis quand même la question d'après d'avoir des filières, enfin, soit on peut essayer de ramener le consommateur au plus près des exploitations en internalisant un peu de transformation, ou d'aller interroger des autres acteurs pour pouvoir effectivement mettre en face cette courroie de transition, donc des éléments très, très intéressants. Et il nous reste un tout petit quart d'heure, on peut prendre quelques échanges avec la salle. Voilà, merci en tout cas vous trois. Bravo. Merci beaucoup tout d'abord, c'est absolument passionnant. Donc merci à tous les quatre. Et j'ai deux questions, une sur les flux de sortie et l'autre sur les flux d'entrée. C'est-à-dire flux de sortie, c'est très simple. Est-ce que votre modèle permet de nourrir la France? Est-ce qu'il y a assez de surface agricole pour nourrir la France? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est les flux d'entrée. Parce que j'ai l'impression que par définition l'agriculture a besoin de flux d'entrée par rapport à un milieu naturel où essentiellement la consommation se fait sur place. Par définition, l'agriculture, il y a un transfert de matière entre l'endroit de production et l'endroit de consommation. Donc il y a un flux de sortie. Et donc ma question c'est quels sont vos flux d'entrée? Est-ce que c'est par exemple en phosphate, est-ce que c'est uniquement les sables du Sahara? Quels sont vos flux d'entrée? Est-ce que c'est soutenable
dans un monde bas carbone? Est-ce que votre modèle, à quel point vos flux d'entrée sont soutenables dans un modèle bas carbone? Bon, les flux, il y a plusieurs types de flux. Il y a donc ce qui rentre, ce qui sort en alimentation. Donc ce qui rentre en engrais fertilisant, tout ça, ce qui sort en alimentation et ce qui fuit. Déjà, on va commencer avec ça. Déjà, si on arrête les fuites des systèmes agricoles, déjà, on règle une bonne partie des trucs. C'est ce qui est, comme quand on se fait, ce qui est la, comment dire, on va faire petit cours de biochimie rapido. Dans un sol, comment ça se passe, les nitrates? Les nitrates, en fait, ils sont dépendants du pH et du redox, donc du potentiel d'oxydoréduction et du potentiel de pH. En fonction de là où ça se situe dans ce tableau, la forme de l'azote n'est pas la même. C'est-à-dire que vous allez avoir de la forme sous forme ammoniacale ou sous forme de nitrate. Donc plus ça va être réduit, plus on va être sous forme d'ammoniac, plus on va être oxydé, plus on va être sous forme de nitrate. Le nitrate, il est lessivable, l'ammoniac, non. En gros, enfin moins. L'ammonium surtout. Et donc du coup, il va être plus ou moins lié au sol. Et donc, plus vous allez travailler votre sol, plus vous allez créer l'érosion, plus vous allez perdre du nitrate, plus vous allez perdre des oligo-éléments qui vont être liés à ce flux de terre qui va partir. Chaque fois que vous croisez un cours d'eau qui est marron, c'est pas de la peinture, c'est la terre des champs agricoles qui a foutu le camp, qui a mis des centaines de milliers d'années à se construire et qui se barre. Voilà, cette terre des champs agricoles, c'est celle qui permet la fertilité naturelle. Plus vous allez avoir de carbone dans les sols, de matière organique, mieux ça pousse. C'est quoi la matière organique? C'est du carbone, mais pas que. Parce qu'il y a ce problème là aussi, ça on faut en parler. Mais c'est que la matière organique, c'est du carbone, mais c'est du carbone qui est lié à de l'azote, à du phosphore, à du potassium, à du calcaire, à du cobalt, à du sélénium, à du manganèse, à toute la clique. Avec des proportions plus ou moins variables. Mais c'est la question, la matière organique, c'est la question du facteur limitant. Quel est le facteur limitant qui va faire que, voilà, si vous n'avez pas d'azote dans un sol, votre sol va séquestrer peu de carbone. Si vous avez de l'azote et du carbone et que vous n'avez pas de phosphore, ben, votre sol va séquestrer peu de carbone. Voilà. Donc, tout ce qui a été perdu, parce qu'il faut bien expliquer que ça a été perdu par les deux types de fuites, donc la fuite d'un côté qui est la fuite en produits alimentaires, et la fuite dans le sol. Donc les nitrates en Bretagne, principalement, ce n'est pas l'érosion et la fuite dans le sol, mais si c'est ça, mais c'est lié au fait que on produit en bosse des céréales avec de l'azote de synthèse, on les amène en Bretagne, et le caca des cochons, au lieu d'aller en bosse, il reste là en Bretagne, et donc du coup on a des taux de matière organique et de fertilité qui fait que dès qu'on va travailler le sol, pof, on va transformer notre azote d'ammonium en nitrate, et donc une première pluie, ça fout le camp. Et puis comme vous n'avez pas de bol, il n'y a pas le courant qui vire ça au milieu de l'Atlantique, et donc du coup ça fait des algues là. Et du coup, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, mais en même temps pas tant que ça. Donc est-ce qu'on est capable de nourrir la France? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que si on continue comme ça, on est capable de nourrir la France? Je vais la retourner la question. Voilà. Pendant combien de temps est-ce qu'on va être capable? Déjà, est-ce qu'on est déjà capable? Et pendant combien de temps? Voilà. Donc, si on fait un calcul foireux, et qu'on prend, parce qu'en fait, avec des statistiques et des calculs, on peut faire tout dire n'importe quoi. Mais en gros, si on prend quelles calories on est capable de produire avec une tonne de quelque chose, on arrive au fait que, si on divise le nombre de populations par le nombre d'hectares, à l'échelle d'une région ou à l'échelle globalement de la France ou à l'échelle mondiale, on arrive à peu près, grosso modo, à la même chose. C'est qu'un hectare doit nourrir 4,6 personnes. À peu près. Voilà. Et donc, si un hectare nourrit 4,6 personnes, si on transforme ça en kilocalories de combien on produit, en gros, notre seuil, si on fait ça sur un hectare de blé, c'est 30 quintaux. 30 quintaux, si tu te mets en bio, tu vas le produire une année sur 3, sur 4. Voilà. Ça dépend des zones territoriales, mais en tout cas, c'est extrêmement compliqué. Et voilà. Donc, peut-être que si on doit trouver ce compromis de on veut quand même nourrir les gens, il faudra continuer à avoir des engrais. Si on veut trouver ce compromis de il va falloir séquestrer du carbone, peut-être qu'il faudra continuer à avoir des engrais. La question, c'est de leur efficience de l'utilisation et de comment est-ce qu'on va surtout, premier travail, éviter les fuites.
Deuxième travail, comment on crée de la végétalisation, parce que les engrais ce qui est déjà dans le sol va être mobilisé par les racines des autres plantes. Donc comment est-ce qu'on fait des couverts végétaux, tout ça. Ensuite, il y a peut-être un autre sujet à construire, c'est est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les excréments de nous tous réunis, là, ils retournent au bon endroit. Et comment voilà. Et comment est-ce que, sachant qu'on est l'espèce la plus polluée du monde, on peut dire les poissons qui contiennent un peu de plastique, mais nous, en termes d'antibio et de tout le reste, c'est juste une catastrophe totale. Donc, il y a ces questions-là. Moi, j'ai pas envie de mettre du caca des gens dans mes champs, quoi. J'ai pas envie j'ai envie de pouvoir manger ce que je produis, quoi. C'est tellement pollué que, enfin voilà. Et ça, c'est vrai que c'est des sujets. Et donc, peut-être qu'on pourrait imaginer des ceintures vertes autour d'une ville. Cette ceinture verte qui servent à faire, je sais pas, beaucoup de biomasse avec des trucs type miscanthus, j'en sais rien. Et que cette biomasse-là, une fois qu'elle a poussé sur la ceinture verte, fertilisée par les stations d'épuration qui participent à faire de la végétalisation, de l'ombre, de baisser la température, tout ce que vous voulez, cette végétation-là puisse être remise dans les champs sous forme de compost ou d'amendement en tout cas. Aujourd'hui, si on veut faire du bio, on n'a même pas de quoi amender les terres existantes déjà en bio par rapport aux fertilisants organiques qui existent. Donc on a ce sujet d'éviter les fuites et de remettre de la fertilité dans les sols. Il y a des plantes qui s'appellent les légumineuses qui sont capables de capter l'azote de l'air. Donc l'azote de synthèse, c'est important, mais peut-être qu'il faudra mieux gérer agronomiquement. Parce que par exemple, une légumineuse, elle capte l'azote de l'air, elle est super géniale, tout ça très bien. Mais si vous prenez un soja que vous lui mettez un tout petit peu d'azote au démarrage, mettre de l'azote sur une légumineuse, c'est un crime. Non. En fait, c'est que le soja, il va mieux pousser. Je fais des trucs très techniques, mais il va mieux pousser au départ. Et après, il va capter plus d'azote dans son cycle que si on n'en avait pas mis. Et donc, l'intérêt écologique d'avoir mis ce truc-là, eh bien, il est discutable du coup, parce qu'il va aller produire peut-être 20% de rendement en plus, parce qu'on aura mis l'équivalent de 20 kg d'azote à l'hectare, ce qui est 20 kg sur 10 000 m², ce qui est en fait au final pas tant que ça. Mais par contre, 20 kg, c'est 240 kg d'équivalent CO2. Voilà. Le principal problème de l'agriculture et des émissions, c'est l'engrais de synthèse. Donc comment est-ce qu'on arrive à se passer de ce truc-là ? Agronomiquement, il y a des choses qui sont en train de se lever, des verrous qui sont en train de se lever, c'est extrêmement complexe. Et en fait, la solution parfaite, elle n'existe pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'on parte tous ensemble sur le chemin de cette transition et que les solutions vont continuer à émerger progressivement. Et juste au-delà de la partie agronomique que je ne maîtrise pas aussi bien que toi, il y a aussi le fait de mettre plus de personnes dans les champs sur les modèles bio et agroécologiques où il y a besoin de plus de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, c'est sûr qu'il faut remettre les gens dans les champs aussi. Très bien. Ça dépend de l'alimentation qu'on a aussi. C'est plus facile de nourrir une France végétarienne qu'une France qui mange de la viande à tous les repas. Non ? Oui. C'est plus compliqué que ça. C'est comme beaucoup de choses, la réponse n'est pas binaire. C'est plus compliqué que ça. J'avais une question sur le lien entre les micros et les nanoplastiques et les semences. Est-ce que vous étudiez comment elles sont impactées ? Est-ce que les semences fermières, les semences paysannes ont une résistance différente des semences conventionnelles et tout ce qui va autour ? J'avoue qu'on s'était... Enfin, nous, en tout cas, de notre côté, on ne s'était pas posé la question. Mais on va y réfléchir, du coup. Mais c'était la résistance, vous posiez la question par rapport à comment elles sont impactées ensuite. En fait, vu que les sols sont blindés de micro et nanoplastiques, il ne reste pas le QSI par terre, ils se baladent. Et donc, je sais qu'ils vont dans les racines, qu'ils vont dans les plantes, que voilà. Mais je me demandais si, puis en plus vous parliez d'épigénétique tout à l'heure, je me demandais si du coup, vraiment au stade de la semence, et notamment des semences récupérées, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins, ou est-ce qu'elles ont une meilleure résistance qui fait qu'au contraire, elles ont réussi à ne pas se laisser contaminer par à la fois le micro et le nanoplastique et les additifs qui trimballent, enfin, ce genre de questions. Ok. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que du coup, souvent les semences paysannes, alors mis à part avec du vinaigre pour la carie, surtout sur le blé, en général, elles sont aussi, vous savez, les semences conventionnelles, elles sont aussi traitées aux produits chimiques, elles sont enrobées de produits chimiques pour ensuite être semées. Et donc déjà, on sait que ça, on le sait jamais utilisé en agriculture. Enfin voilà.
chez les agriculteurs qui font plutôt des semences paysannes. Et en fait, je pense que la question de est-ce que, vu qu'on récupère les semences, il y a plus de danger d'avoir des plastiques, en fait, il faut aussi penser à la manière dont les semences conventionnelles sont produites. Par exemple, une grande majorité des semences de tomates, par exemple, elles sont pas produites en France. Les semences utilisées en France, elles ne sont pas produites en France, elles sont produites souvent en Inde ou dans l'hémisphère sud en général, parce qu'on peut faire 2 cycles, alors qu'en Europe, on ne peut faire qu'un seul cycle de production de tomates. Et donc aussi, là j'avoue que je ne suis pas spécialiste du tout du sujet, mais ça questionne aussi les normes, les techniques utilisées pour cultiver. Enfin, voilà. Et du coup, le fait de au moins se réapproprier la production de semences en local, ça permet aussi de se réapproprier la manière dont on les produit, comment on les traite, comment on gère aussi nos sols. Enfin voilà, c'est un peu. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresserait de creuser cette question-là. Merci. Oui. J'aurais voulu introduire une dimension dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est la dimension mondiale de l'agriculture. On a vu avec la guerre en Ukraine que ce qui se passait là-bas impactait le marché mondial. Et quand on sait que, je crois, les prix de certaines céréales sont fixés à la bourse de Chicago, bon, ça dit bien que la dimension, elle est mondiale. Alors, j'aurais voulu avoir votre sentiment sur en quoi cette dimension mondiale a un impact sur votre activité. Et je veux prendre juste quelque chose de massif, mais quand on lit ce que disent les démographes sur l'évolution de la population mondiale dans le siècle, l'Afrique, c'est x3, l'Inde passe devant la Chine et c'est x1,5 par rapport à aujourd'hui. Et donc, est-ce que ce genre de données-là... Alors, en Europe, c'est pas du tout le cas. La population est à peu près constante. Elle diminue même en Allemagne, en Russie, etc. Il y a plein de populations où ça diminue, pays où ça diminue. Mais est-ce que ces données globales, mondiales, concernent des gens comme vous, dans leur pratique quotidienne et dans l'avenir pour les prochaines décennies? Bon, moi, vous m'aimez bien maintenant. Vous m'aimiez bien, c'est fini. Non, ce que je vais vous dire, c'est que la population mondiale augmente, très bien. Mais vous savez que la production alimentaire diminue de 10% à l'échelle mondiale par degré qu'on prend. Tic, tac, tic, tac. Donc, à un moment donné, c'est un ancien paradigme, ça. La population mondiale, on est des rats dans une boîte, dans un milieu fini, on va se réguler. La régulation, elle va piquer. Voilà. Donc, là, il y a un enjeu. Non, mais si vous connaissez un tout petit peu la biologie, vous savez comment ça fonctionne. Le milieu, il accepte une population, puis la population, elle détruit le milieu, et puis à la fin, c'est le milieu qui détruit la population. Enfin, voilà, c'est pareil pour que ce soit des bactéries dans une boîte de pétri ou nous. En fait, on n'est pas plus intelligent que des bactéries, de toute façon. Sinon, on ferait autre chose sur le climat. Et donc. Voilà, on va se réguler. Malheureusement, c'est les populations les plus précaires qui vont mourir d'abord, qui vont de toute façon, on voit la quantité de guerre qui est en train d'exploser. Enfin, c'est juste une question. On regarde, on est dans un même bateau, on est tous en train de couler, et puis on voit la guerre qui est dans les étages inférieurs, et puis on est en train de couler, et puis voilà, ça va arriver chez nous. C'est juste inéluctable si on n'est pas capable de gérer les problématiques de gestion du milieu. Et donc, la question, c'est à quelle vitesse on est capable de sauver notre agriculteur, à quelle vitesse on est capable, là c'est juste un enjeu sociétal de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que si on étudie comment ça s'est passé dans les autres civilisations, la souveraineté alimentaire, c'est ce qui va faire qu'une civilisation se pète la gueule. Et donc la souveraineté alimentaire, on l'a démolie dans tous les sens en France. Maintenant, est-ce qu'on est capable... Enfin, juste pour que vous sachiez, il y a 3 jours de bouffe dans une ville. Enfin, je ne vais pas faire de la collapsologie là, mais voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, sur l'élevage, je vais vous raconter ça aussi. C'est que on parlait de fertilité et de fuite. Quel est le système le plus performant pour refertiliser les sols? C'est le pâturage.
Voilà, c'est les pâturages et on met des bestioles en pâturage tournant. Voilà. Donc là, on est capable de recharger, de régénérer de la matière organique et de refertiliser les sols. Mais par contre, c'est des systèmes qui ne vont pas nourrir 4,6 personnes à l'hectare. Bon, voilà. Mais l'agriculture mondiale, est-ce qu'on se dit, de toute façon, on s'en fout, il vaut mieux faire disparaître nos éleveurs, on va profiter des taux de matière organique qui sont élevés dans les prairies, donc on va faire des céréales à la place et puis on va continuer les 30 années qui nous restent à faire les cons. Mais de toute façon, par exemple, là, nos éleveurs, on perd 5% par an de vaches sur le territoire français. Il y a 5% de vaches chaque année en moins sur le territoire français. La consommation, elle ne baisse pas. Eh bien, nous, la viande, ben, c'est cool, il y a des bateaux qui traversent l'Atlantique. Voilà. Est-ce que les normes de production sont les mêmes? Voilà. Et là, l'agriculture extérieure, elle fait très, 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 très mal. Mais elle fait mal même au sein de l'UE. Aujourd'hui, d'aller produire des fruits et légumes... je sais pas, je connais pas grand chose à côté de Nantes et je vais pas vous dire ce que je connais, mais voilà, aller produire des fruits et légumes ici, est-ce que ça coûte moins cher ou plus cher que d'aller les produire en Andalousie avec des travailleurs détachés payés au lance-pierre? Ça coûte beaucoup plus cher. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait? L'agriculture d'ici, elle meurt. Mais du coup, on continue à en importer. Du coup, on détruit notre agriculture, on importe. On détruit notre agriculture, on importe. Voilà. Et puis là, maintenant, il y a un super truc, la transition énergétique. Youpi! On va aller mettre du panneau photovoltaïque partout dans les champs. Et puis on va faire des méthaniseurs. Vous croyez que c'est quoi la conséquence de ça? Que c'est le maintien de l'agriculture paysanne ou c'est quoi la conséquence de ça? Ah ben non. Voilà. Et donc du coup, voilà, on amène des nouveaux problèmes et effectivement, on est capable de se faire des concurrences entre voisins par des schémas comme ça qui vont faire qu'on va avoir de la production alimentaire qui va devenir le sous-produit de la production d'autres choses. Mais on pourra imaginer aussi, et ça, en fait, en y réfléchissant, c'est peut-être grave pour les gens qui mourront de faim, mais c'est moins grave parce que ça donne un futur pour ceux qui vont survivre. C'est qu'en fait, la production alimentaire devient un sous-produit des externalités environnementales. On peut se poser la question d'est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave. Voilà. Et ça, j'ai pas la réponse. Et même à titre personnel, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux une planète, de la biodiversité, un écosystème qui survit et beaucoup d'humains qui meurent, ou est-ce qu'il faut qu'on emporte tout avec nous? Merci, bonne soirée. Bonjour, je ne sais pas si vous me voyez, je suis derrière. J'avais une question par rapport au nombre d'agriculteurs. Vous parliez tout à l'heure de 50% des agriculteurs dans les prochaines années qui vont partir à la retraite, et je crois que c'est la Confédération paysanne qui chiffre à 1 million d'agriculteurs, le nombre nécessaire pour faire la transition agroécologique. Et du coup, je me demandais, pour vous, selon vous, quels étaient les leviers pour justement faire passer les gens dans les champs, qu'il y ait plus d'agriculteurs sur le sol français, enfin agriculteurs ou paysans ou paysannes sur le sol français. Enfin, comment est-ce qu'on arrive à produire, faire une agriculture qui soit bienfaitrice si on n'a pas d'agri justement dans les champs pour le faire? Il y a deux sujets, je trouve. Après, voilà. Le premier, c'est que des trucs comme FEF continuent à exister, c'est-à-dire qu'en fait, il faut diviser les fermes. Parce que maintenant, c'est plus transmettre, voilà, c'est diviser les fermes. Interdire, ça devrait être un truc législatif, interdire qu'il y ait trop d'investissements sur une seule structure. Comment? Vous allez, donc mademoiselle, vous allez aller voir votre banque. Tiens, je voudrais emprunter 5 millions d'euros pour reprendre une ferme là. Mais ils vont rigoler, quoi. C'est inimaginable. Une ferme n'est plus transmissible quand elle dépasse 400, 500 000 euros de capital en plus du foncier. C'est inimaginable. Et donc, du coup, un porteur de projet hors cadre ne peut jamais reprendre ce genre de truc. Donc déjà, ça devrait être plafonner les investissements maximum autorisés, plafonner les tailles de structure maximum, avoir des systèmes de... il faudrait que la terre, elle appartienne à l'épargne, en fait, à l'épargne populaire. Mais c'est exactement ce que vous faites. Donc ça, c'est un truc. Et un autre truc, c'est que les agriculteurs gagnent leur vie. Parce qu'aujourd'hui, un éleveur qui va être payé... Pourquoi les mecs, ils arrêtent? Pourquoi les gars, ils ne reprennent pas les fermes? Parce que bosser 80 heures par semaine à 3 balles de l'heure, c'est bien, tu gagnes 800 balles par mois, en fait, c'est cool, 800 balles par mois parce que tu produis ta propre nourriture, ça va, en fait, tu es logé à la ferme, là, c'est cool, tout ça. Mais dès que tu veux te faire remplacer, ton remplaçant, il te coûte 20 balles de l'heure et il est payé au SMIC et encore, tu ne le trouves pas. Donc, un salaire chargé. Mais en fait, et donc, du coup, si tu veux te faire remplacer une semaine, mais tu vas bouffer 2 mois de salaire, juste pour pouvoir te faire remplacer une semaine, en fait, ou 3 mois. C'est plus possible, en fait. La nourriture, elle devrait coûter son prix réel.
Et tant que ça ne sera pas ça, ou tant que les agriculteurs ne trouveront pas d'autres sources financières, c'est pour ça qu'on a créé Régénération, parce qu'on pense qu'il faut vraiment amener des flux financiers sur l'agriculture, mais vraiment massivement, parce que sinon tu ne transmettras pas tes fermes, parce que les gars ils ne voudront pas y aller. Parce que les petits citadins qui voudraient gagner 10 000 balles par mois en bossant 35 heures en télétravail au bord de la plage, ça n'existe pas en agriculture. Voilà. Voilà. Bon. Je complète, mais non, mais le million dont tu parlais, c'est pas forcément des chefs d'exploitation, mais c'est aussi des ouvriers agricoles. Donc effectivement, il n'y a pas forcément que des gens qui veulent devenir chefs d'exploitation aussi. Et il y a des gens qui veulent être agriculteurs, agricultrices, salariés. Et en fait, c'est aussi, il le disait, hein, c'est juste revaloriser l'image de l'agriculteur et de l'agricultrice et leur permettre de se payer dignement, leur montrer aux jeunes que c'est pas que de la pénibilité, et même si tous ils disent il faut avoir de la passion, oui, il faut avoir de la passion, on a tous un peu de passion dans notre métier, mais voilà, il faut aussi que nous, on contribue en tant que citoyens à revaloriser ça. Et après, il faut des politiques gouvernementales qui mettent l'argent au bon endroit, parce que l'argent, il y est, mais il ne va pas au bon endroit. Bien. Bien. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois de votre participation. Voilà, FEV Régénération, vous avez un stand qui est dans le hall. Emma, on peut te retrouver aussi dans le hall pour échanger. Merci à tous pour votre participation. Bonne soirée.